Mon meilleur ami et moi avons été projetés dans un roman de rédemption. Lui devait sauver la méchante déchue, moi, le génie de la physique introverti. Alors que notre mission touchait à sa fin, le protagoniste masculin est apparu. Notre barre de progression est retombée à 0 en une nuit. Mon ami est venu me trouver. J'arrête. On rentre? J'ai dit, si tu rentres, je rentre. Plus tard, nous avons quitté ce monde par la mort, empochant la récompense pour faire la fête partout. Un an après, le système a ressurgi de nulle part. Détection de la mort du protagoniste masculin dans le monde du roman. Les cibles de la mission ont utilisé des moyens non conventionnels. Rappel forcé des hôtes. Téléportation dans 3 secondes. Mon ami et moi étions perplexes. 3 secondes plus tard, nous tenions chacun une jolie fille dans nos bras, et nous sommes tombés devant 2 femmes consumées par la noirceur. La méchante a enchaîné les mains de mon ami. Mon chéri, tu ne t'enfuiras plus jamais. À côté, la femme sombre a désactivé le système pour de bon. Mon amour, pour toi non plus. Mon ami et moi avons trimé pendant 3 ans. Lui a transformé l'ancienne méchante déchue en une superstar adulée de tous. Moi, j'ai fait du génie de la physique dépressif et introverti un nouveau ponte de la tech. La veille du jour où notre barre de progression allait atteindre 100%, nous permettant de rester dans ce monde, le protagoniste masculin est apparu. Toute notre progression a été effacée en une nuit. 3 ans d'efforts réduits à néant. La nuit tombée, un magnifique feu d'artifice bleu a illuminé le ciel de Paris. L'instant de son explosion, c'était comme une pluie d'étoiles filantes. Je parie que c'est Inès qui a tiré ça, a dit Gabriel, mon ami, assis sur le parapet du pont des Arts. Il avait picolé un mauvais torboyau et refaisait le monde avec moi. Je lui avais dit que les feux d'artifice bleus étaient une déclaration d'amour, et elle en tire un pour un autre. Puis il m'a demandé, et la tienne, Éléonore, pourquoi elle n'en tire pas? Les mains dans les poches, j'ai répondu, je l'ai bloqué. Comment veux-tu que je le sache? L'alarme du système résonnait dans nos têtes depuis toute une nuit, nous alertant de l'échec imminent de la mission. Dans 1 heure, le système nous renverrait de force chez nous. Après avoir passé 3 ans dans ce monde étranger, l'idée de retourner à la torture des cours de 8 heures du mat nous rendait, Gabriel et moi, quelque peu mélancoliques. Soudain, une sonnerie a brisé le silence de la nuit. C'était Inès qui appelait Gabriel. Il a décroché sans réfléchir. Inès, tu as encore un peu de conscience, à ce que je vois. C'est vous, Gabriel? Ce n'était pas la voix d'Inès, mais celle d'un homme arrogant. Vous êtes qui? Je suis Maxime. Inès est sous la douche. Il y a des choses que je préfère vous dire seul à seul. Le ton de Maxime était arrogant et désinvolte. Tout à l'heure, j'ai accidentellement fait tomber votre photo de couple. Oui. C'était fait exprès. Je trouve que maintenant que je suis de retour, votre photo n'a plus lieu d'être accrochée. Un gémissement lascif s'est fait entendre au téléphone. Maxime, mon amour. Épargne-moi. Je n'en peux plus. Gabriel a lâché, putain, vous êtes en train de baiser ou quoi? L'interlocuteur a changé brusquement. Inès, que je n'avais connue que roucoulante, a parlé à Gabriel d'une voix glaciale, pour la toute première fois. Ne crie pas sur Maxime. Pendant toutes ces années, j'avais vu de mes propres yeux tous les efforts que Gabriel avait faits pour Inès. Quand elle manquait de tout, il cumulait 8 petits boulots par jour. Plus tard, quand elle est devenue une grande star, partant en tournée nationale, il a enfin pu souffler un peu. Et voilà que, maintenant, Inès osait lui parler sur ce ton. Gabriel a ricané. Inès, je t'ai dit que tu étais ma cible de mission. Si j'échoue, je disparaîtrai complètement de ce monde. Eh bien soit. Disparaît, alors. La voix haletante et maniérée d'Inès venait de l'autre côté du fil, avec son arrogance habituelle. Je ne t'ai pas forcé à me sauver. L'écran du téléphone s'est éteint, Inès avait raccroché. Le vent faisait bruisser les roseaux tout autour. Gabriel est descendu du pont en silence. J'en ai marre de ce jeu. On rentre? J'ai dit, si tu rentres, je rentre. Le mode de mort choisi pour nous par le système était un accident de voiture. Après tout, c'était une méthode rapide et efficace, sans grande souffrance.
Une dernière montée d'adrénaline avant de retourner à la réalité. Mais peu après, le système est devenu silencieux. Hôte, j'ai un problème de connexion de mon côté. Ça vous va si je vous change ça en cancer? Après un long silence, Gabriel et moi avons répondu « Non mais, t'es con ou quoi ?» En arrivant, Gabriel et moi avions déjà choisi l'emplacement de nos tombes. Un emplacement de choix, avec un excellent feng shui, entouré de 8 beautés aux grands yeux. Mais pour le retour, Gabriel s'est retrouvé avec un cancer du pancréas, et moi, un cancer de l'estomac. Le système nous a dit d'attendre notre mort naturelle dans ce monde, puis s'est déconnecté, nous laissant en plan. D'après mes recherches sur Internet, le cancer du pancréas progresse vite, Gabriel devrait partir avant moi. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit si rapide. La seconde où le système a disparu, Gabriel s'est plié en deux, se tenant le ventre. Il n'a pas oublié d'activer le blocage de la douleur, j'espère? Ce maudit système. Quand je sortirai d'ici, je jure de porter plainte contre lui. Ce cancer du pancréas, la douleur est à en mourir. L'urgence était de l'emmener à l'hôpital pour de la morphine. En rentrant faire nos valises, nous sommes tombés nez à nez avec Maxime, se pavanant torse nu dans la villa, le corps couvert de petites griffures. En nous voyant, Maxime n'a montré aucune gêne, tel l'amant qu'il était. C'est Inès qui s'est précipitée, se plaçant devant lui. « Gabriel, qu'est-ce que tu reviens faire ici ?» La douleur était trop forte pour Gabriel, il n'avait pas la force de lui répondre. Il est allé dans la chambre chercher sa carte vitale. Mais la chambre était jonchée de vêtements d'hommes et de femmes. Leurs photos de couple gisaient sur le sol, le cadre en 1000 morceaux. Tout était en désordre. Gabriel s'est retourné vers Inès. « Où est ma carte vitale ? Pourquoi tu as besoin de ta carte vitale ? J'ai un cancer. Je dois être hospitalisé. » Inès a haussé les épaules avec indifférence, l'air encore badin. « Mon chéri, je viens de recevoir ton bilan de santé de la semaine dernière, tout est normal. Tu ne crois tout de même pas que, parce que Maxime est asthmatique, tu dois rivaliser avec lui, même pour être malade ?» Maxime s'est approché de Gabriel, provocateur, et lui a demandé en souriant « Mon pote, tu t'inventes même un cancer ? Ton visage est si pâle, tu as mis du fond de teint ?» Gabriel a envoyé son poing dans le visage de Maxime, éclatant de rire. « Tu aimes tant te maquiller, hein ? Voilà un peu de fard à joues pour toi. » Maxime, sonné par le cou, est resté silencieux un bon moment. Inès s'est jetée sur Gabriel pour le repousser, puis a pris Maxime dans ses bras, incapable de cacher son dégoût. « Avant que moi et mon chéri ne revenions, dégage de cette maison. » Inès est partie avec Maxime. Gabriel a bu un grand verre d'eau. « Putain, ça m'a foutu en rogne, ça. Comment tu vas être hospitalisé sans carte vitale ? Je paierai de ma poche. L'argent, de toute façon, on ne l'emporte pas dans la tombe. » Après mûre réflexion, j'ai quand même sorti Éléonore de ma liste noire et je l'ai appelée. C'est sa secrétaire qui a répondu. Mademoiselle Éléonore est actuellement avec Monsieur Alexandre. Avez-vous un message à lui transmettre ? Je peux le lui faire passer. Ça m'a fait rire. Ce monde de romans à la con. Donnez-moi 5 millions d'euros, sinon je viens faire un scandale à votre boîte tous les jours. Pour que tout le monde sache qu'Alexandre est un briseur de ménage. Contrairement à Gabriel, Éléonore et moi étions mariés. Sa fortune, j'en avais la moitié. De toute façon, Gabriel et moi avions renoncé à rester dans ce monde. Comme on dit, celui qui n'a rien à perdre n'a peur de rien. Quitte à se brouiller, autant y aller franchement. Il n'y a rien à craindre. L'autre a gardé le silence un instant, semblant demander l'avis d'Éléonore. Une minute plus tard, la voix glaciale de la secrétaire est revenue. Mademoiselle dit que c'est d'accord. Vous voyez, pour le protagoniste, elle était prête à tout. Gabriel et moi avons réussi à avoir une chambre d'hôpital commune. Quand on s'ennuyait, on jouait un peu aux jeux vidéo. Avant, on pouvait claquer une fortune pour un skin. Maintenant, c'était fini. Je devais économiser pour payer la morphine de Gabriel. Les mois ont passé en un clin d'œil. La maladie de Gabriel progressait plus vite que la mienne. Avant, il aimait écouter les concerts d'Inès. Maintenant, il n'écoutait plus. Car lors des derniers concerts,
Maxime était toujours assis dans le public. Les chefs de son fan club shippaient ouvertement le couple, même les petites infirmières de l'hôpital les shippaient. En voyant Inès et Maxime ensemble, elle poussait des cris perçants. Les crises de Gabriel devenaient de plus en plus fréquentes. Quand la douleur frappait, même plusieurs doses de morphine ne suffisaient pas. De grosses gouttes de sueur perlaient sur son visage. En voyant ses bras transformés en passoire, j'avais le cœur serré. Et si tu sautais du toit? Gabriel a crié, à bout de force. Va te faire foutre. Si je meurs, qui jouera avec toi? J'étais sur le point de pleurer quand le système, que je croyais mort depuis longtemps, s'est soudainement réactivé. Ah, désolé, hôte. J'ai enfin réussi à me reconnecter. L'hôte n'est pas censé souffrir. Le système va vous faire partir immédiatement. Gabriel était déjà à l'agonie. Il a levé la tête, ses lèvres bougeant sans un son. Il voulait probablement dire « Je t'emmerde, sale con ». Le système s'excusait platement. En compensation, nous vous offrons 30 millions d'euros, cher hôte. En entendant cela, Gabriel a fermé les yeux, serein. En juin, Inès a terminé sa tournée nationale et est revenue à Paris, accompagnée de Maxime. Ce jour-là, les rues près de l'hôpital étaient noires de monde. C'était le chemin qu'Inès devait emprunter pour rentrer chez elle. Assise dans son van aux vitres teintées, elle embrassait passionnément Maxime. Une pluie de flash crépitait sur ce couple divin. L'audience du direct a fait planter la plateforme à plusieurs reprises. Le chat défilait à des milliers de messages par seconde. Les fans du couple étaient si excités qu'ils étaient sur le point de s'embrasser entre eux. Inès et Maxime pour toujours. Ma déesse a enfin conquis celui qui l'a sauvé, son amour de jeunesse. Ah! S'il vous plaît. Mariez-vous vite. Un journaliste s'est frayé un chemin à travers la foule pour demander à Inès, « Mademoiselle, est-il vrai que vous vivez avec Monsieur Maxime? Pouvons-nous vous suivre chez vous pour une interview ?» Ce genre de demande intrusive est généralement refusé. Mais Inès, en tant que méchante du livre, avait une obsession démesurée pour Maxime. Elle saisissait chaque occasion de lier son nom au sien. Alors, Inès a répondu « oui » sans ciller. Mais elle s'est vite souvenue que la maison n'était pas rangée. Que sur le sol de la chambre principale gisait encore la photo brisée d'elle et Gabriel. Alors elle a appelé le numéro de Gabriel. C'est moi qui ai répondu. Gabriel, t'es où? Je regardais au loin sa silhouette enlaçant Maxime, sans dire un mot. Le corps décharné de Gabriel reposait à cet instant sur un brancard à l'arrière de ma voiture. La voix d'Inès était clairement impatiente. Je me fous d'où tu es, rentre à la maison tout de suite et fais disparaître toute trace de ton existence. Inès, retourne-toi et regarde. Elle a sursauté en entendant ma voix, et s'est instinctivement retournée. À travers la marée humaine, elle m'a vu, assis sur le siège passager du corbillard. J'ai dit, Gabriel vient de mourir d'un cancer du pancréas. Pendant que tu embrassais Maxime dans ta voiture, son corps passait juste à côté de vous. Inès est restée un long moment sans réaction, le téléphone à la main, me fixant à distance. La foule était dense autour d'elle. Peu importe ce que les journalistes ou Maxime lui demandaient, Inès ne répondait pas. Puis, tout s'est passé comme au ralenti. Sous les yeux de milliers de médias, Inès s'est précipitée hors de son van, a fendu la foule de toutes ses forces et a couru dans ma direction. Son visage était livide, elle semblait crier quelque chose, mais il y avait trop de monde, trop de bruit, je n'entendais rien. J'ai jeté par la fenêtre la bague que Gabriel portait à l'annulaire, et j'ai dit au chauffeur de démarrer. En voyant Inès s'effondrer sur le sol, je me suis souvenu des dernières paroles de Gabriel. Il avait bien raison. On est toute sa vie hantée par ce qu'on n'a pas pu avoir dans sa jeunesse. La personne inaccessible. Maxime l'était. Lui aussi pouvait l'être. Ce soir-là, le nom d'Inès a explosé les tendances sur les réseaux. Inès poursuit un corbillard, Inès blessée, Inès Maxime la dispute, Inès a fait exploser mon téléphone. J'ai dû retirer ma carte SIM. J'ai demandé au système, Gabriel va vraiment recevoir les 30 millions? Le système, bien sûr. Et moi? Cher hôte, le système a vérifié, de votre côté tout est normal, la fonction de blocage de la douleur était bien activée. Vous n'aurez donc pas de compensation. 1000,
va te faire foutre ont traversé mon esprit. Arrivé à ce point, je ne pouvais plus compter que sur mon ami pour m'entretenir. Les jours qui ont suivi ont filé à toute vitesse. J'avais prévu de réutiliser la même tactique pour secouer un peu Éléonore, mais sa secrétaire était trop vigilante. À chaque fois, elle disait qu'Éléonore était avec Alexandre. J'ai perdu l'envie de la taquiner. C'est Inès qui est devenue folle. Elle est venue me harceler plus d'une fois. Où est passé Gabriel? J'ai vu son bilan de santé, comment aurait-il pu avoir un cancer du pancréas? N'essayez pas de me tester avec vos tours foireux. D'un air détaché, je lui ai jeté l'acte de décès de Gabriel au visage. Tu vois bien, maintenant? Numéro de sécurité sociale, date du décès, cause du décès, tout est écrit noir sur blanc. Inès, tu te souviens, quand tu as débuté dans le monde de la musique, qui s'est démené pour t'obtenir la chance de sortir ton premier album? Inès a ouvert la bouche, mais ce sont les larmes qui ont coulé en premier. En la voyant comme ça, j'ai soudain explosé de colère. C'est parce que Gabriel a dû boire avec le producteur, se rendant malade à en vomir, pour l'obtenir, putain. Inès, tu te prends pour qui, hein? Chacune de tes ascensions, chaque fois que tu étais portée au nu par tes fans, combien de verres Gabriel a-t-il dû boire, combien d'humiliations a-t-il dû supporter, combien de fois est-il allé à l'hôpital? Tu n'en as pas la moindre foutue idée. Que Gabriel soit rentré avec 30 millions pour vivre la belle vie était un fait. Mais que pendant ces 3 ans, il ait ruiné sa santé était aussi un fait. Pour Gabriel, tout ce qui s'était passé ici était réel. Inès, secouée par mes cris, était livide, les larmes coulant sans retenue. Dehors, les cris de Maxime se sont fait entendre. Je veux voir Inès. Cet homme est mort, de quel droit vous m'empêchez d'entrer? J'ai regardé froidement par la fenêtre, et j'ai prononcé ma dernière phrase, Gabriel t'a appelé de nombreuses fois. À chaque fois, c'est Maxime qui répondait. Y compris pour son tout dernier appel, juste avant de mourir. En réalité, Gabriel n'avait jamais appelé. Il était aveuglé par les 30 millions, imaginant déjà sa nouvelle vie, virer son patron puis s'offrir des voitures de luxe. Mais nous étions tous les deux rancuniers. Puisque nous partions, nous ne voulions pas que Maxime s'en tire à si bon compte. Et comme prévu, Inès, enflammée par la colère, s'est précipitée dehors et a giflé Maxime. Tu as supprimé son historique d'appel, n'est-ce pas? Espèce de connard. Maxime l'a regardé, les yeux écarquillés, stupéfait. Dehors, une pluie battante s'est mise à tomber. J'ai vu la silhouette d'Éléonore apparaître au loin. Elle n'avait pas de parapluie, et marchait d'un pas pressé dans cette direction. Pas étonnant qu'il soit le protagoniste prédestiné. Maxime ne pourrait jamais mourir des mains de la méchante. J'ai ri, me souvenant du jour où j'ai rencontré Éléonore pour la première fois. La jeune génie de la physique, accusée à tort de tricherie à un concours, avait failli mettre fin à ses jours cet été-là. J'avais couru longtemps sous la pluie pour arriver jusqu'à elle, saisir fermement le cutter dans sa main, et lui dire d'un ton assuré, « Éléonore, je te crois. Je te le jure, à partir de maintenant, où que tu ailles, je serai toujours là pour toi. » Ce jour-là, le cutter avait accidentellement entaillé l'intérieur de mon avant-bras, et le sang avait coulé à flot. D'innombrables nuits, Éléonore avait embrassé cette cicatrice en pleurant. Mon amour, tu es mon sauveur. J'ai regardé ce génie dépressif devenir pas à pas une figure de la tech renommée à Paris, pour ensuite, après l'apparition du protagoniste, s'éloigner de plus en plus de moi. Le système a demandé, « Hôte, votre temps est également écoulé. Voulez-vous quitter ce monde? Voulez-vous dire un dernier mot à Éléonore? » S. J'ai regardé la fine cicatrice sur mon poignet, et j'ai souri. Laisse tomber. Elle est venue sauver le protagoniste. Je vais juste partir comme ça. J'ai choisi un endroit confortable pour m'allonger. En fermant les yeux, j'ai pensé aux 30 millions de Gabriel. J'espère qu'il tiendra sa promesse de m'entretenir avec cet argent. Quelques minutes plus tard, Éléonore s'est précipitée dans la maison, pour ne trouver que mon corps déjà froid. Digne. Félicitations, hôte, vous avez terminé la mission. Retour au monde réel. Un point de déconnexion a été créé automatiquement pour vous. Nous vous souhaitons une vie heureuse. J'ai ouvert les yeux dans l'obscurité, le son de la musique était assourdissant.
dans la piscine, Gabriel brandissait une bouteille de champagne, une beauté à chaque bras, et me criait avec excitation, « Adrien, putain, qu'est-ce que tu fous là à planter? Déshabille-toi et saute. » On voit souvent des posts sur Internet, « Si vous aviez soudainement 30 millions d'euros, comment vivriez-vous » Gabriel et moi étions sans aucun doute un excellent exemple. En garder la moitié, flamber l'autre. Nous avons emménagé dans une grande villa, roulé en Porsche, et organisions de temps en temps des fêtes au bord de la piscine avec des mannequins. Il y avait juste une chose que Gabriel ne touchait plus, la musique. Il a emballé tous les albums des artistes qu'il aimait avant d'être projetés dans le livre, et les a stockés au sous-sol. En fermant la porte, il m'a demandé, « Tu as quelque chose à jeter ?» J'ai répondu, « Déjà jeté depuis longtemps. » Quoi? Les annales du bac de physique, les bouquins de prépa scientifique. Je les ai jetés juste après le bac. Gabriel a levé les yeux au ciel, s'est assis au bord de la piscine. La brise du soir était douce, au loin, les rires des jeunes filles s'amusant dans l'eau n'avaient jamais semblé aussi réels et touchants. Même si une année entière s'était écoulée, ces gens flottaient encore dans nos esprits à des moments inattendus, même si Gabriel et moi évitions tacitement le sujet. Gabriel sirotait son jus de pastèque, a penché la tête et a fait un signe aux filles au loin. En fait, plus tard, le système est revenu me voir. Apparemment, ils ont un service de soutien psychologique ou un truc du genre. Je me suis tourné vers lui, l'écoutant continuer. Il n'arrêtait pas de dire que ce n'était que de vieux souvenirs, comme un jeu de rôle grandeur nature. Quand la lumière se rallume, tout est fini. Mais il y a des choses, je pense que seul toi peux comprendre. Comment peut-on faire comme si ce qu'on a vraiment vécu était faux? Tu sais, maintenant, rien que de voir de l'alcool, ça me donne envie de vomir. Gabriel disait cela en souriant, mais j'avais l'impression qu'il n'était pas heureux. Son cœur portait une cicatrice. Peut-être qu'à un moment inattendu, elle serait soudainement rouverte, et saignerait à nouveau. Un peu comme moi, depuis mon retour, je me surprends à me brider sans m'en rendre compte. Par exemple, Éléonore n'aimait pas la nourriture épicée, et quand un restaurateur me demande mes préférences, je refuse par habitude. Gabriel et moi n'étions pas les gagnants de ce jeu, juste des survivants. La musique sur place est montée en puissance, me ramenant à la réalité. L'ambiance est vite redevenue festive. Gabriel a jeté son verre. Je le jure, ce soir, je vais draguer toutes les filles. J'ai dit, moi aussi. Nous avons sauté l'un après l'autre dans la piscine. La musique était si joyeuse que nous n'avons pas entendu ce foutu système se réactiver. Il a fait grésiller les enceintes, puis a hurlé à plein poumon, la voix pleine de panique, détection de la mort du protagoniste masculin dans le monde du roman. Les cibles de la mission ont utilisé des moyens non conventionnels. Rappel forcé des hôtes. Téléportation dans 3 secondes. Tenant chacun une jolie fille dans nos bras, Gabriel et moi avions l'air tout aussi perplexes. Puis, trou noir. Nous avons perdu connaissance. C'était une nuit chaotique. Tenant chacun une jolie fille dans nos bras, Gabriel et moi sommes tombés dans une piscine obscure. Accompagnés de grands ploufs, des lumières blanches éblouissantes se sont allumées tout autour, transformant la nuit en plein jour. Éléonore était assise au bord de la piscine, me fixant intensément, moi qui venais d'apparaître. Un membre du personnel à côté a murmuré, « Mademoiselle, l'expérience a réussi. Faut-il fermer le tunnel de téléportation ?» Éléonore s'est lentement adossée à sa chaise longue, croisant ses longues jambes fines. « Ne le fermez pas. » Son regard s'est posé sur la femme entre Gabriel et moi, et elle a dit cruellement, « Détruisez complètement l'appareil. Et laissez-moi du temps, à moi et à Inès. » Avant que je puisse réagir, j'ai été saisi par plusieurs hommes en noir et traîné hors de la piscine. Dès l'instant où Gabriel est apparu, il a été plaqué au sol par les gardes du corps d'Inès. « Mon chéri, je savais que tu n'étais pas mort. » La voix d'Inès était calme, mais son regard brillait d'une folie effrayante. Elle a caressé le cou de Gabriel, en souriant. « Tu m'as bien eu, hein. » À cet instant, Gabriel semblait pourtant parfaitement calme, presque détaché. « Où suis-je? Et vous êtes qui, putain ?» Il ressemblait à un idiot désemparé. « Lâchez-moi, je ne vous connais pas. Je veux rentrer chez moi. » Le sourire d'Inès s'est figé un instant. Les larmes lui montaient aux yeux. « Ne joue pas la comédie avec moi, Gabriel.
ne me traite pas comme ça. Mais pour seule réponse, elle n'a eu qu'un regard vide et froid. J'ai observé la scène, impressionné. Putain. Jouer l'amnésique. Quel génie. Pourquoi n'y ai-je pas pensé? J'ai dégluti, tournant lentement la tête vers Éléonore. Éléonore a souri. Comment? Mon amour ne se souvient pas de moi non plus? J'ai fermé les yeux, résigné. Merde. Deux amnésiques, c'est trop suspect. Gabriel, espèce de salaud. Gabriel et moi avions vécu 1 an dans le monde réel, mais dans le monde de la mission, 3 années s'étaient écoulées. La superstar Inès avait disparu, devenue aujourd'hui l'associée d'Éléonore. Et tous leurs efforts durant ces 3 ans n'avaient eu qu'un seul but, nous faire revenir. Pour régler leur compte. Œil pour œil, dent pour dent. Elles nous ont séparés avec une parfaite coordination. Comme si, de cette façon, elles pouvaient anéantir toute possibilité pour Gabriel et moi de repartir. Et en réalité, elles y sont parvenues. Le système n'a plus jamais pu nous contacter. Éléonore m'a enfermé dans sa villa. En dehors du travail, elle me surveillait presque jour et nuit. Elle disait, mon amour, ne t'inquiète pas. Cette fois, je n'ai plus que toi. Ce soir-là, alors qu'Éléonore embrassait comme à son habitude la cicatrice sur mon poignet, elle s'est figée. La cicatrice avait disparu. L'endroit était lisse comme s'il n'y avait jamais rien eu. Nous nous sommes regardés en silence dans l'obscurité. Nous savions tous les deux que quelque chose avait changé. Les non-dits d'il y a 3 ans, après 3 années passées, que ce soit l'obsession ou la culpabilité, une fois mis à nu, semble toujours si peu élégant. Mais j'allais le dire quand même. Éléonore, je ne veux pas d'un chien qui s'est enfui. J'ai peur qu'il ait mangé de la merde. C'est dégoûtant. Une simple phrase, mais Éléonore a semblé recevoir un coup de massue, restant sans voix un long moment. En fait, par rapport à Gabriel et Inès, Éléonore et moi nous connaissions depuis plus longtemps. Quand Gabriel venait d'arriver, occupé à chercher sa cible parmi une foule de starlettes, je suivais déjà Éléonore partout, la maternant comme une grande sœur. À cette époque, Éléonore n'était pas du tout comme maintenant. Elle pouvait se mettre dans tous ses états parce que j'avais donné une glace à une autre fille. Offrir du chocolat aux garçons était à la mode au lycée. Éléonore, accusée de tricherie, avait même vu sa bourse d'études annulée. Pour m'acheter une boîte de chocolat à 50 €, elle avait distribué des prospectus pendant des jours sous un soleil de plomb. Réunissant à grand-peine la somme, elle n'avait même pas osé signer la carte qui accompagnait la boîte. Elle disait qu'elle savait que j'allais l'ouvrir devant mes camarades. Elle avait mauvaise réputation, elle ne voulait pas me causer de tort. Plus tard, chaque fois qu'elle tombait dans la boue, c'est moi qui la relevais par le col, lui disant « Éléonore, relève-toi ». Et bien plus tard, elle a atteint les sommets, elle ne tomberait plus. Elle pouvait acheter toute la chocolaterie pour la Saint-Valentin, mais, elle semblait avoir toujours oublié de signer. Avant, par peur. Ensuite, par négligence. Et plus tard, par manque d'envie. Je ne sais pas à quel moment j'ai commencé à remarquer qu'Éléonore se détachait dans notre relation. Probablement 1 an avant le retour de Maxime. Un soir où Éléonore est rentrée ivre, j'ai découvert une minuscule morsure sur sa clavicule. Ce n'était pas si surprenant. Elle était au sommet depuis si longtemps, habituée à être adulée, ayant vu Monts et Merveilles. Même si elle n'en voulait pas, il y aurait toujours quelqu'un pour lui offrir de belles choses. À cet instant, mon esprit s'est vidé. La déception et la colère, comme des vagues, se sont déversées sur moi, l'une après l'autre, jusqu'à me briser, me réduire en miettes. Cette nuit-là, j'ai repoussé ses avances. Peut-être trop bouleversé, je lui ai crié dessus. La panique dans les yeux d'Éléonore n'était pas feinte. Mais elle ne pouvait pas m'en parler. Comme la plupart des femmes qui ont fauté, après avoir goûté au plaisir, elle voulait juste faire comme si de rien n'était devant son conjoint. Mais moi, je ne pouvais pas. J'ai ri jusqu'à en pleurer. Éléonore, ne me touche pas. Cette nuit-là, j'ai piqué une crise terrible, criant presque jusqu'à l'hystérie. Parce que je ne comprenais pas comment elle pouvait, après avoir commis une faute grave, implorer le pardon au nom du grand amour. En la repoussant, je me suis à nouveau blessé par inadvertance. Au moment où le sang a giclé, cela a probablement ravivé de vieux souvenirs chez Éléonore.
Son visage est devenu livide. Elle a appuyé sur ma blessure, suppliant et se justifiant de manière incohérente. Mon amour, juste cette fois. On m'a saoulé. Je vais changer. Je t'en supplie, ne te fais pas de mal. D'accord ? En voyant le regard peiné et sincère d'Éléonore, je suis convaincu qu'à cet instant, elle regrettait vraiment. Mais le regret et le désir ne sont pas incompatibles. Elle pouvait regretter tout en continuant. Bref, cette histoire est devenue une épine dans mon cœur. Comme elle refusait de divorcer, je la piquais avec ça de temps en temps. C'est assez drôle, la patience d'Éléonore s'est avérée moins durable que celle de la plupart des gens. En seulement 2 semaines, elle a atteint ses limites. Un jour, après que je l'ai à nouveau raillée, elle a jeté ses baguettes. « Adrien, ça t'amuse ?» Sur la table se trouvaient encore les aubergines braisées que je venais de préparer. Les baguettes ont volé dans le plat, et l'huile chaude a giclé sur mon visage. C'était douloureux. Je l'ai regardé froidement, me suis levé et j'ai jeté les aubergines à la poubelle. Éléonore, reprenant ses esprits, m'a soudainement enlacé par derrière. « Pardon, mon amour, tout à l'heure, je n'ai pas pu me contrôler. Ça n'arrivera plus. Pardon. » Vraiment dégoûtant. On est toujours entraîné en enfer par le poids de ses investissements passés. Hésiter à couper les ponts, c'est s'exposer à la destruction. À partir de ce moment-là, la barre de progression d'Éléonore s'est bloquée à 99%. À un cheveu de pouvoir rester dans ce monde. En fait, le système m'avait demandé, « Tu veux partir ? Ou ne pas réinitialiser la progression, et rester ici ? Profiter de la richesse et du luxe, ce n'est pas si mal. » J'avais choisi la deuxième option. Mais pas parce que je tenais à cette immense fortune, mais pour Gabriel. Gabriel et moi nous étions rencontrés à l'orphelinat, inséparables depuis l'enfance. Je ne voulais pas retourner dans un monde où j'étais seul. Alors j'ai laissé traîner la progression, vivant dans une sorte de torpeur. Mais mon attitude désinvolte envers Éléonore a fini par épuiser sa patience. Elle a commencé à ne plus rentrer la nuit. Même si, après cet incident, elle n'a plus jamais touché un autre homme, dans son subconscient, elle commençait déjà à être assimilée par ce monde cruel. Pour une personne qui a réussi, être entourée d'une cour est la norme. Amour de jeunesse, premier amour, ami d'enfance, une fois la gloire atteinte, tout cela pouvait être compté parmi ses faits d'armes. Peut-être que j'ai parlé dans mon sommeil, et Éléonore a appris toute l'histoire du système. Elle a donc trouvé une explication logique à son comportement. Son détachement n'était qu'une attente de l'arrivée du véritable protagoniste. Elle m'a pris la main, disant avec sincérité, « Mon amour, on ne peut pas lutter contre le destin. Mais ne t'inquiète pas, je ne divorcerai jamais de toi. » Comme c'est touchant. Sous la pression du destin, elle était encore prête à accorder à son conjoint un mariage de pure forme. J'aurais dû être reconnaissant. Puis, Maxime est apparu, tournant autour d'elle comme un papillon autour d'une fleur. Je me suis dit qu'Éléonore avait enfin tout compris. Tout ce qu'elle possédait, ce faste enviable, suffisait à soutenir sa fierté. Pourquoi se plier à mes exigences ? Durant cette dernière année, elle m'a jeté comme un déchet, me laissant loin dans le passé, pour embrasser sa propre vie brillante. Personne ne savait que la barre de progression à 99%, c'est moi qui l'avais réinitialisée. C'est moi qui avais renoncé à sauver Éléonore. Après cette nuit, Éléonore a semblé disparaître. J'espérais de tout mon cœur qu'elle perdrait patience avec moi, comme avant, et me laisserait aller où bon me semble. Après tout, les gens normaux de ce monde étaient assez corrects. Si je pouvais obtenir une part de sa fortune en divorçant, je pourrais déménager ailleurs et vivre une vie agréable. Mais même après avoir été enfermée dans la villa pendant 2 mois, Éléonore n'a pas changé d'avis. Elle venait me voir tous les soirs. « Mon amour, je souffre. Je ne sais pas ce que je veux. Je ne sais pas comment avancer. » Je me suis soudain souvenu qu'avant d'être projetée dans ce monde, le système décrivait Éléonore comme un génie dépressif. Elle avait une vision unique de l'univers. Sa pensée était vaste et profonde, ce qui expliquait ses lacunes dans la gestion des émotions. Son destin prédéfini était de mettre fin à ses jours en atteignant les limites de la science. Les gens trop bons n'aiment pas voir le génie s'éteindre. C'était mon cas à l'époque. Mais maintenant, je la regardais avec un ricanement. « Éléonore,
si tu ne comprends pas, alors meurs. 2 jours plus tard, quelqu'un est venu frapper à la porte. C'était Inès. Elle avait beaucoup maigri, visiblement épuisée. Ses yeux brillaient d'une folie calme. Éléonore, dis-moi comment on fait pour que quelqu'un retrouve la mémoire. Gabriel ne se souvient plus du tout de moi. Il ne m'aime plus du tout. La dernière phrase, elle l'a presque hurlée. Ce jour-là, Éléonore et Inès sont restées tout l'après-midi dans le bureau. J'étais assis devant la porte, et j'ai entendu toute l'histoire. Apparemment, ces 2 derniers mois, Gabriel s'était bien débrouillé. Au début, quand Inès l'avait ramené, il prétendait souffrir de phobie des inconnus. Il la traitait de kidnappeuse, et menaçait de se suicider si elle osait le contrarier. Après quelques crises de ce genre devant elle, Inès n'a plus osé le forcer. Elle l'a autorisé à utiliser son téléphone, et même à se faire livrer des repas. Mais Gabriel ne commandait pas de repas. Il commandait des call girls. De la même manière qu'Inès voyait Maxime en secret, lui le faisait au grand jour. Plusieurs fois, en rentrant, Inès a trouvé Gabriel endormi, une beauté dans les bras. Gabriel a rendu Inès complètement folle. Quand elle se mettait en colère, il s'asseyait sur le canapé, la regardant calmement. Plus tard, Inès lui a coupé son téléphone. Alors il a brisé toutes leurs photos de couple, disant que ça le saoulait. Il ne la connaissait même pas, mais était forcé de vivre avec elle. Inès a commandé une paire d'alliances, et a essayé frénétiquement de la passer au doigt de Gabriel. Il a jeté la bague à la poubelle. Je veux devenir chanteur. Le jour où tu m'aideras à le faire, je t'épouserai. Les gens, pour draguer, ils dépensent de l'argent, des ressources. Tu ne comptes tout de même pas m'avoir pour rien? L'amnésique Gabriel était devenu acerbe et vénal. Inès, serrant les dents, a dû utiliser son ancien réseau pour frayer à Gabriel un chemin sanglant dans le monde impitoyable de la musique. Le nouvel album de Gabriel était chanté de travers, et citait même quelques paroles d'un célèbre rappeur français, Embaumage. Même si je n'y voyais aucun rapport. 3 jours après sa sortie, l'album a atteint le sommet des classements. Les commentaires étaient déchaînés. C'est quel pistonné de merde, ça? Il ne se rend pas compte à quel point il est nul. C'est quoi cette daube? Dégage. Un album, plus de 100 000 commentaires haineux. En coulisses, Inès a bu avec des gens jusqu'à l'hémorragie gastrique. Le lendemain, en se réveillant à l'hôpital, personne ne l'avait même recouverte. Sur son téléphone, un merci sans émotion de Gabriel, et un nouveau fichier Word. Titre, la 2e chanson de Gabriel. Un hiver, des années plus tôt, Gabriel avait connu la même chose. Ivre, il s'était effondré dans la neige et le froid, et avait été transporté à l'hôpital. Il était gelé, et souffrait d'une hémorragie gastrique. Le médecin avait appelé Inès une dizaine de fois, mais elle, pour pouvoir associer le nom de Maxime à sa nouvelle chanson, était restée toute la nuit en studio. Elle n'avait pas répondu. Elle voulait que cette chanson soit parfaite, digne de son amour de jeunesse. Mais Gabriel s'était effondré au premier carrefour en sortant de son rendez-vous d'affaires, manquant de mourir de froid dans la nuit glaciale. Gabriel était rancunier. Plus qu'il ne pouvait pas rentrer, il se vengeait avec encore plus de cruauté. Après quelques fois, Inès n'en pouvait plus. Elle est allée voir Éléonore. Peux-tu faire en sorte que Gabriel retrouve la mémoire? Gabriel n'est pas un idiot. Comment serait-ce possible? Le temps a semblé s'accélérer. Comme ceux qui invoquent les esprits dans les contes, ceux qu'on rappelle ne sont jamais les mêmes qu'avant. Gabriel et moi, étions devenus de simples spectateurs, regardant les personnages se diriger vers leur destin inéluctable. Cette fois, plus personne n'était assez stupide pour tenter de les sauver. Inès, pour que Gabriel se souvienne d'elle, devenait chaque jour plus obsessionnelle. Les albums nuls de Gabriel sortaient les uns après les autres, grimpaient dans les classements, et se faisaient descendre par la critique, uniquement grâce au sacrifice d'Inès. Éléonore avait renoncé à me faire changer d'avis, et me tenait les épaules dans d'innombrables nuits, disant d'une voix presque maladive, « Mon amour, attends-moi encore un peu. Quand j'aurai inventé la machine à remonter le temps, nous recommencerons tout. » Ah, pauvre conne. Va te faire soigner. Une nuit, j'ai été réveillé par une voix familière. Le système pleurait à chaudes larmes. Ouin ouin ouin, hôte, j'ai enfin réussi à vous contacter.
J'ai perdu les hôtes, mon patron va me tuer. J'ai ouvert les yeux brusquement. À mes côtés, Éléonore a semblé sentir quelque chose et a ouvert les yeux aussi. Croisant mon regard vide, elle s'est immédiatement approchée, la voix empreinte d'une panique à peine perceptible. « Mon amour, pourquoi es-tu réveillé ?» À cet instant, un écran était apparu devant moi. Le système sanglotait. « Ouin, hôte, le système est venu vous ramener. Les techniciens ont corrigé le bug, ce genre de choses n'arrivera plus jamais, ouin ouin. » J'ai demandé, et Gabriel? Qu'en est-il de son côté? Comme j'ai dit cette phrase devant Éléonore, son visage est devenu livide. À qui parles-tu? Tu dois être encore endormi. Ferme les yeux, d'accord? Continue de dormir. Je ne te parle pas, je ne te touche pas, d'accord? Sa voix était suppliante. Mais je l'ai ignorée. J'ai seulement entendu le système dire « Gabriel vient juste d'être retransféré ». Il est parti sous les yeux d'Inès. Avant de partir, il lui a dit qu'il n'avait jamais perdu la mémoire. De son côté, c'est la folie. Hôte, je vois que celle qui est devant vous n'en est pas loin non plus. Il ne faut pas tarder. Le bouton pour quitter le monde est apparu devant moi. À ce moment, Éléonore s'est jetée sur moi, suppliant en pleurant, « Adrien, tu ne vas nulle part. Tu m'entends? Nous avons encore une chance. Je ne te permets pas de me quitter. » Je me suis dégagé de son emprise, et j'ai cliqué sur « Quitter le monde ». Au dernier instant, ce que j'ai vu, c'est la pupille d'Éléonore dilatée par la terreur. Quand Inès a fait irruption dans la villa d'Éléonore, elle n'a vu qu'Éléonore, assise sur le lit, fixant d'un air absent le creux à côté d'elle. Adrien venait de partir. L'endroit où il avait dormi était encore chaud. Éléonore a touché cette chaleur, et avant de pouvoir réagir, elle a été plaquée contre le mur par Inès, qui l'a interrogée, frénétique, « Tu n'avais pas dit qu'il n'y aurait pas de problème? Pourquoi a-t-il disparu ?» En quelques mois, Inès avait fondu. À force de fréquenter les milieux d'affaires, de fumer et de boire, des cernes sombres marquaient son visage. Elle ressemblait à une folle. Les yeux d'Éléonore étaient comme une eau morte. Elle s'est violemment dégagée de l'emprise d'Inès, s'est habillée et est sortie. Inès l'a poursuivie. « Où vas-tu » ? Dans le passé. Ces dernières années, elle avait préparé 2 plans. Le premier, ramener Adrien d'un autre monde. Si cela échouait, elle choisirait de retourner dans le passé. Elle savait maintenant ce qu'elle voulait. Reconnaître ses erreurs, tout était encore possible. Dehors, le vent et la neige faisaient rage. Quand Éléonore est entrée dans le laboratoire, elle a croisé un technicien qui courait vers elle, paniqué. « Mademoiselle, les résultats de la recherche ne correspondent pas. » Une lueur de colère a brillé dans les yeux d'Éléonore. « Comment ça, ils ne correspondent pas? Des centaines, des milliers d'expériences, et tu me dis que ça ne correspond pas ?» Le technicien a fondu en larmes. « Mademoiselle, ça peut fonctionner pour n'importe qui, mais pas pour vous et mademoiselle Inès. Parce que les 2 personnes que vous avez mentionnées n'existent tout simplement plus. Du passé au futur, elles ont complètement disparu. » Cette phrase a frappé Éléonore comme un coup de massue. Ses oreilles bourdonnaient, son esprit était vide. Comment ça, n'existe plus? En un bref instant, le technicien devant elle a semblé être réinitialisé. Son regard est devenu vide. Regardant les noms d'Adrien et Gabriel sur le tableau, il a demandé « Qui sont-ils » Puis, ces 2 noms ont également disparu, comme effacés de l'existence. Le technicien, ne sachant plus ce qu'il faisait là, a simplement hoché la tête vers Éléonore, l'a salué, et s'en est allé. Éléonore a soudainement bousculé le personnel de recherche, a couru à l'intérieur et a activé l'appareil. Inès, qui arrivait juste après, a été enveloppée par la lumière blanche, et a disparu avec elle. Éléonore et Inès sont revenues de nombreuses années en arrière, avant de rencontrer Adrien et Gabriel. Mais cette fois, plus personne n'est apparu pour les sauver. La vie qu'elles revivaient était leur destin originel. Éléonore, accusée de tricherie, s'est ouvert les veines et a été transportée à l'hôpital. Les années suivantes, son chemin a été semé d'embûches. Plus personne, dans une nuit pluvieuse où elle tombait, ne l'a doucement relevée par le col en disant « Éléonore, lève-toi ». Plus personne, alors que son entreprise était au bord de la faillite,
ne l'a doucement prise dans ses bras pour la réconforter, peu importe le résultat, je suis avec toi. Sa vie fut difficile, tragique, et sans éclat. Le chemin vers les confins de la science était pavé d'épines. Quant à Inès, l'année de ses débuts, elle a été écrasée par les forces en jeu dans le monde de la musique, réduite à la poussière. Elle a lutté, connaissant des hauts et des bas, toujours comme une personne sur le point de se noyer, sans trouver sa direction, sans voir d'issue. Personne n'était prêt à investir beaucoup d'efforts dans une chanteuse pauvre et sans talent apparent. Ses managers se sont succédés, la considérant comme une patate chaude. Finalement, le jour où Inès a craqué, elle a tué de nombreuses personnes, puis s'est pendue dans son studio de moins de 30 mètres carrés. Avant de mourir, cette vie brillante qu'elle avait connue a défilé devant ses yeux comme un kaléidoscope, un mélange de réalité et d'illusion, pour finalement se dissiper en une bulle de savon inaccessible. Quand la nouvelle de la mort d'Inès est arrivée, Éléonore n'a pas ressenti grand-chose. Plutôt que de dire qu'Inès était obsessionnelle, il valait mieux dire qu'à cet instant, elle l'était encore plus. Elle refusait toujours d'abandonner. Ayant connu les ténèbres, Éléonore savait à quel point la lumière était précieuse. Tant qu'elle vivait, elle devait retourner auprès d'Adrien. Finalement, son vœu s'est réalisé, d'une manière étrange. En âme. Le blocage du système était parfait. Donc, même en utilisant tous les moyens possibles, Éléonore ne pouvait, qu'au seuil de la mort, se rendre en âme dans le monde d'Adrien pour un bref séjour. Elle a atterri dans un parc fleuri. Le soleil de l'après-midi traversait son corps pour éclairer quelques enfants en train de jouer. La seconde d'après, cette voix qu'elle avait tant désirée s'est fait entendre derrière elle. La prochaine réunion parents-prof, c'est toi qui y vas. Tout à l'heure, Gabriel et moi, on s'est fait engueuler comme des moins que rien. Éléonore s'est instantanément retournée, le regard fixé sur l'homme non loin de là. Sous le soleil radieux, un Adrien un peu plus mature tenait un parapluie pour protéger une jeune femme à ses côtés. La jeune femme a dit d'un ton câlin, « D'accord, d'accord, la prochaine fois, je demanderai à la maîtresse de m'appeler. » Au fait, tu ne disais pas que la chaise longue à la maison faisait un peu de bruit? J'ai demandé à quelqu'un de regarder, ils ont ajouté une mousse insonorisante. Adrien l'a embrassée. Merci, ma chérie. Je pensais planter des fleurs devant la fenêtre. La jeune femme a répondu au quart de tour, je sais, des tournesols. Éléonore a été submergée par un désespoir immense. Adrien. Il s'était marié. Maman, papa. Une petite fille, les mains pleines de terre, a traversé le corps d'Éléonore et s'est jetée dans les bras d'Adrien et de la jeune femme. Ses yeux, identiques à ceux d'Adrien, fixaient l'homme avec adoration. Papa, un câlin. Le bonheur débordait des yeux d'Adrien. Sans se soucier de la terre sur les mains de sa fille, il l'a soulevée et l'a mise sur ses épaules. Chacun de ses gestes était prévisible pour Éléonore, si familier, comme si c'était son propre avenir. La jeune femme s'est retournée et a pris le bras d'Adrien pour s'éloigner. On ne devait pas dîner avec la famille de Gabriel ce soir? Adrien lui a répondu, oui. Il est en train de se faire sermonner par sa femme à cause de sa danse à la réunion parents-prof. Ah, épouser une superstar, c'est le seul inconvénient. La vidéo de sa danse sera en tendance demain. Éléonore, pour arriver jusqu'à Adrien, avait parcouru un très long chemin. À cet instant, en entendant les rires joyeux de cette famille, elle a soudain eu du mal à avancer. Son âme est devenue lourde comme du plomb, incapable de bouger d'un pouce. Éléonore a rassemblé ses dernières forces, et a crié désespérément deux mots, Adrien. Au loin, Adrien s'est soudainement arrêté et s'est retourné. Il a regardé dans sa direction. Les larmes d'Éléonore ont coulé instantanément. Elle est restée figée sur place, n'osant pas bouger. Elle regardait, incrédule, tendant la main vers Adrien. Peut-être que c'était la deuxième chance que le ciel lui offrait. La femme et la fille d'Adrien se sont également arrêtées. Qu'est-ce qu'il y a? Adrien a souri. Ton sac et ton téléphone, j'allais les oublier et tu allais encore me gronder. Il est revenu sur ses pas en toute hâte, a ramassé le sac à main de femme oublié sur le banc. En se retournant, cette chemise blanche qu'Éléonore avait tant de fois agrippée a frôlé le bout de ses doigts. En un clin d'œil, il a disparu au loin, éteignant avec lui la lueur qui, après plus de 20 ans, venait tout juste de se rallumer dans le cœur d'Éléonore. Tout est devenu soudainement silencieux.
Un vent venu du ciel lointain a soulevé l'âme d'Éléonore. L'obscurité a envahi l'espace. Elle est finalement devenue un cerf-volant à la corde coupée, perdu dans l'immensité infinie des étoiles.